Le Maghreb, un nom qui évoque tant de choses. Un carrefour de civilisation, oui, mais qui fut autrefois bien plus que ça. Un des centres névralgiques du monde. Aujourd'hui, eh bien, c'est une région qui semble chercher sa voie, son unité et son influence passée. Alors, la question s'impose, non? Comment est-ce possible? Comment une région qui a littéralement bâti des empires, qui tenait les rênes du commerce mondial, qui a transmis le savoir à une Europe encore dans l'ombre, comment a-t-elle pu se retrouver en quelque sorte en marge de l'histoire? Parce qu'il ne faut pas s'y tromper, hein. Le Maghreb n'était pas juste un acteur parmi d'autres, c'était un pôle, une véritable puissance sur tous les plans, économique, technologique et bien sûr culturel. Le contraste avec la réalité d'aujourd'hui est saisissant. Une fragmentation politique, une intégration économique qui patine. Alors, ce qu'on va faire, c'est plonger dans cette longue histoire. On va essayer de comprendre ensemble les rouages de ce grand basculement. Et pour bien comprendre la chute, il faut d'abord prendre la pleine mesure de l'ascension. Et croyez-moi, celle du Maghreb a été absolument vertigineuse. Allez, partons à la découverte de cette superpuissance un peu oubliée. Le premier pilier de cette puissance, c'est une cité mythique, Carthage. Alors Carthage, attention, ce n'était pas juste une puissance terrestre avec quelques bateaux. Non, non. C'était ce qu'on appelle une thalassocratie, un véritable empire des mers. Sa force ne venait pas que de ses armées, mais de son contrôle quasi total des routes commerciales en Méditerranée. Et ce qui est absolument fascinant, c'est de voir à quel point Carthage était moderne en fait. Ils avaient industrialisé leur marine. On parle de pièces standardisées, préfabriquées, pour assembler des flottes en un temps record. Une avance technologique juste décisive. Si on ajoute à ça une agriculture tellement productive qu'elle a servi de modèle aux Romains eux-mêmes, eh bien on comprend mieux comment cette cité a pu dominer la Méditerranée pendant des siècles. Bon, passons maintenant des empires maritimes aux géants continentaux. Parce qu'après la période romaine et la conquête musulmane, ce sont des dynasties berbères locales qui vont unifier la région à une échelle jamais vue auparavant. Et cette citation, elle le dit sans détour. Il faut vraiment s'imaginer l'échelle. On parle d'un territoire qui s'étend du fleuve Sénégal au sud jusqu'à l'Espagne au nord. Cet immense bloc politique contrôlait les routes de l'or transsaharien. Il fonctionnait comme un pont, un transmetteur de savoir entre l'Antiquité, le monde musulman et une Europe qui était encore, disons-le, un peu balbutiante. C'était, sans l'ombre d'un doute, l'un des centres du monde. Alors, que s'est-il passé? Comment ce centre de gravité a-t-il pu bouger comme ça? On arrive là au point de rupture, le moment charnière qui va tout changer. Et tout bascule en à peine quelques décennies. C'est ça qui est fou. Regardez cette succession d'événements. Les Portugais qui contournent l'Afrique et donc les routes de l'or. Puis 1492, année doublement symbolique, la chute de Grenade et le voyage de Colomb qui ouvre les routes atlantiques. Et pour finir, l'arrivée des Ottomans à l'est, des Espagnols sur les côtes, la fragmentation est scellée. En moins de 40 ans, le monde a littéralement changé d'axe. Cette petite phrase, la révolution de la caravelle contre la caravane, elle résume tout. C'est une défaite à la fois technologique et géographique. Les nouvelles routes maritimes contrôlées par les Européens ont tout simplement rendu obsolètes les routes terrestres du Sahara qui avaient fait la fortune du Maghreb pendant des siècles. D'un seul coup, une région qui était un passage obligé devient un cul-de-sac. Ce grand basculement, il va enclencher un très long déclin. Un déclin qui va s'accélérer de manière brutale au XIXe siècle et qui mènera, on le sait, directement à la colonisation. La perte de souveraineté, elle n'a pas été seulement militaire, loin de là. Elle a d'abord été économique, juridique. D'abord, les puissances européennes imposent des traités de libre-échange complètement asymétriques qui ruinent l'artisanat et les productions locales. Ensuite, elle crée ce fameux statut de protégé. En gros, des intermédiaires locaux qui échappent à l'impôt et à la justice de leur propre pays. Imaginez l'impact sur les caisses de l'État. Et enfin, l'endettement, la dette extérieure qui devient le prétexte parfait pour une mise sous tutelle financière, puis politique. Et la colonisation, elle vient verrouiller tout ça. Elle enferme le Maghreb dans ce nouveau rôle de simple fournisseur de matières premières. Les infrastructures construites à l'époque, comme les ports ou les chemins de fer, sont très révélatrices. Elles ne sont pas faites pour connecter les pays du Maghreb entre eux, mais pour acheminer les ressources de l'intérieur des terres et les envoyer vers la métropole. C'est un modèle extraverti, et le problème, c'est que ces structures pèsent encore aujourd'hui. Ce qui nous amène à la période contemporaine et aux conséquences très directes de cette longue histoire de fragmentation. Moins de 5%. Ce chiffre, il est terrible. Il dit tout de l'échec de l'intégration régionale. Quand on pense qu'on parle d'une région qui partage la même langue, la même culture, une histoire commune, c'est un paradoxe. Et c'est surtout un immense gâchis économique. Et les conséquences économiques, on les voit très bien sur ce graphique.
Au lieu de converger, de se tirer vers le haut mutuellement, les économies du Maghreb ont suivi des chemins totalement séparés. Il n'y a eu aucun effet d'entraînement. Chaque pays est resté, en quelque sorte, dans son couloir, souvent en compétition directe avec ses voisins. Et ce qu'on appelle le non-Maghreb, eh bien, ça a un coût énorme. Toutes les études des grandes institutions financières le disent, cette division ampute la croissance de la région de 1 à 3 points, chaque année. C'est une richesse potentielle colossale qui part en fumée, année après année. Alors, face à cette impasse, est-ce que le Maghreb est condamné? Pas forcément, parce que de nouvelles logiques sont en train d'émerger, des logiques qui tentent justement de contourner ce blocage historique. On voit apparaître des projets vraiment structurants, qui signalent un changement de perspective. On peut penser par exemple au projet de gazoduc Nigeria-Maroc, à l'immense port de Dakhla Atlantique, ou encore à la diplomatie des phosphates que mène le Maroc sur le continent africain. Le point commun entre tous ces projets, c'est quoi? C'est qu'ils se tournent vers le sud et vers l'ouest, vers l'Afrique et l'Atlantique. C'est une tentative de construire un nouvel espace de prospérité, une coopération sud-sud qui ne dépendrait plus uniquement des relations parfois compliquées avec l'Europe et qui chercherait à contourner la paralysie des relations entre les pays du Maghreb eux-mêmes. Toute l'histoire du Maghreb le montre. L'unité a toujours été la clé de sa puissance. La question finale reste donc entière. Est-ce que la région parviendra à transformer ce nouveau potentiel stratégique en un vrai projet collectif, ou est-ce qu'elle restera prisonnière des fractures qui l'ont affaiblie depuis maintenant plus de 500 ans? L'avenir, bien sûr, reste à écrire.